avec Pierre Dalzotto, qui va être notre conférencier ce soir. Nous sommes tous les deux co-titulaires d'une chaire de recherche à GEM qui s'appelle Digital Organization and Society. Et c'est dans ce cadre que nous organisons les jeudis soirs, une fois par mois, les jeudis CEDOS, les rendez-vous du numérique. Et ce soir, on a le plaisir d'avoir Pierre, donc, qui va nous faire une conférence sur Game of Streams. Donc, Pierre, je te laisserai expliquer ce que c'est que Game of Streams. Et c'est parti, mon kiki. On a avec nous Charles Puissant de l'association J'aime en débat qui va nous aider à animer cette conférence. Et de nombreuses personnes qui sont inscrites. Je vous remercie toutes et je vous souhaite une bonne conférence. Eh bien, merci à tous et à toutes. Alors, voilà, si jamais il y a de l'écho, je vous demanderai de bien veiller à ce que vos micros soient coupés. À défaut, n'hésitez pas à poser des questions tout au long de la conférence. Merci Fanny pour cette introduction. L'idée, je suis vraiment content d'être ici, de faire cette présentation-là, puisque Game of Streams, c'est l'aboutissement d'un travail de longue haleine. J'espère que je vais vous en faire passer quelques éléments dans cette conférence-là. Si jamais il y a des lags aussi sur la connexion, n'hésitez pas à me le dire, que je prenne les mesures qui s'imposent, puisque je suis actuellement en partage de connexion 4G. Bien, ce que je vous propose, c'est de rentrer directement dans le vif du sujet. Je vous rappelle que vous pouvez poser les questions à tout moment. On va voir 4 grandes étapes. Je vais d'abord faire évidemment une présentation de la chaire et de moi-même, que vous sachiez un petit peu à qui vous avez affaire. Une fois que ceci sera fait, je me permettrai de vous faire un petit rappel sur qu'est-ce que c'est la recherche en gestion, la publication de recherche en sciences de gestion et comment on a créé cette approche, avec qui on a créé cette approche, puisqu'on n'était pas tout seul. Enfin, on va parler de l'approche et là, je vais essayer de vous mettre tous et toutes à contribution, puisque ceux qui souhaitent pourront évidemment essayer cette approche-là. Et enfin, s'il reste des questions à traiter ou autres, ce sera avec évidemment grand plaisir qu'on prendra un temps pour les traiter. Donc voilà, vaste menu. Commençons tout de suite par les présentations. Alors, je vais d'abord présenter la chaire, sauf Fanny, si tu veux le faire. Je crois que c'est ton habitude dans les jeudis de la chaire. Ok, alors j'y vais. Donc la mission de cette chaire que nous avons reprise avec Pierre il y a maintenant un peu plus d'un an, je pense, 1 an et demi, c'est comme c'est écrit, donc, de produire et de diffuser des connaissances scientifiques sur l'impact des technologies numériques sur 3 niveaux dans la société, c'est-à-dire nous, les individus, les citoyens, mais aussi les organisations, entreprises ou écoles par exemple, et plus globalement sur notre société. Donc c'est un vaste programme qui nous amène à travailler sur plein de sujets de recherche différents, toujours en lien avec le numérique. Mais ce soir, c'est un sujet un peu particulier puisqu'on va traiter de data et de comment on peut, à partir de ces data, jouer pour imaginer des nouveaux services pour des entreprises ou des citoyens d'ailleurs, les organisations et la société. Et voilà. Merci Fanny. Alors, pour ajouter à cette mission d'intérêt général, je le précise, là, on a fixé comme cap à la chaire, alors au-delà de ces jeudis auxquels vous êtes en train de participer, donc l'organisation, la gestion de ces conférences-là, le soutien évidemment à la recherche, de développer ce qu'on a appelé un objet frontière par an. Et Game of Streams, c'est justement le premier objet frontière qu'on a produit. On y reviendra après. Mais voilà, on est en plein dans le cadre des missions de cette chaire-là, donc j'espère que vous allez apprécier ce qu'on a pu produire. Et si vous êtes intéressé ou curieux de savoir un petit peu, d'avoir plus d'éléments sur la chaire, on répondra à ce genre de questions à la fin. Me concernant, alors je ressemble encore, je suis moins bronzé, cette photo a été prise l'été, je crois. le confinement et le télétravail ayant fait que je ne bronze plus qu'à la lumière des LED et on bronze moins, manifestement. Je suis donc professeur assistant à Grenoble École de Management, co-titulaire de la chaire Digital Organization and Society à l'école aussi. En parallèle de cela, je suis doctorant au CERAG à l'Université Grenoble-Alpes.
Et donc, mes recherches portent, entre autres, sur la co-création de valeur, les technologies numériques, et plus précisément, je m'intéresse justement au rôle du numérique dans les modèles d'affaires via les communautés virtuelles ou les objets frontières. Et donc, cette approche Game of Stream, au-dessous, vous avez quelques éléments pour rentrer en contact avec moi, notamment sur Twitter. N'hésitez pas à tweeter avec le hashtag Sherdos, évidemment, si d'aventure vous trouvez certaines choses méritant un partage dans cette conférence-là, et j'espère qu'il y en aura. Donc voilà, différents moyens de contact pour si vous avez des questions post-conférence ou si vous souhaitez réagir sur les réseaux. Dans le cadre de ces recherches-là, et même un peu plus loin, en fait, l'approche Game of Streams, elle rentre dans un continuum qui part de projets de recherche et qui va jusqu'à la réalisation d'un objet frontière. Et on va voir que c'est un parcours semé d'embûches. Et ça me paraît absolument nécessaire de le rappeler. Et avant de rappeler ça, de rappeler pourquoi on en vient aujourd'hui à parler de data, de numérique, etc. Alors, je vais le faire en 1 minute maximum. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Je suis sûr que si vous êtes inscrit à cette conférence-là, c'est que bien évidemment, vous êtes au fait de tout cela. Mais voilà, c'est un petit rappel sur les naissances de l'informatique dans les années 50 jusqu'à aujourd'hui en 2020. Il s'est écoulé énormément de temps au sens d'évolution du monde informatique, mais plus particulièrement pour les organisations. Tout a démarré dans les années 70 avec tout ce qui est des machines programmables, les premiers dessins 2D, des conceptions assistées par ordinateur, etc. Jusqu'aux années 80 où est arrivée l'apparition des machines à commande numérique, des premiers robots, notamment dans l'industrie automobile, sur les chaînes de production, des designs 3D d'objets complexes, etc. Et au fur et à mesure, tout ça s'est accéléré. Dans les années 90, l'explosion de l'accès web avec l'apparition des intranets, des extranets, etc. Les modèles 3D d'objets solides, les premières analyses de comportement d'objets, les prototypages, etc. S'en est suivi une interconnexion encore plus importante jusque dans les années 2000 avec tout ce qui était aspect collaboratif, tout ce qui était tracking, tout ce qui était d'une certaine façon le lien de plus en plus fort entre le physique et le numérique pour arriver désormais aujourd'hui à une intrication complète de l'ensemble. Lorsqu'on parle d'industrie, évidemment, des départements de l'industrie, mais d'un ensemble de produits-services, tant et si bien qu'aujourd'hui, on vit dans un monde de données, en fait. Et qu'est-ce que ça veut dire, ce monde de données, le fait que le numérique est finalement à peu près partout aujourd'hui? Et c'est là que cette recherche démarre, en fait. Si on parle de gestion de bases de données et tout le reste, on se situe dans les années 90. Il y avait des grosses bases de données à l'époque, la naissance de la business intelligence, etc. La grosse différence aujourd'hui, c'est ce qu'on va appeler les flux de données massives en temps réel. Il y en a qui appellent ça big data, appelez ça comme vous voulez. Et donc, on va voir un petit peu pourquoi c'était intéressant d'approfondir ce sujet de la création de valeur à partir des flux de données. Mais d'abord, vous expliquer pourquoi, alors que sur ce schéma, comme vous pouvez le voir, effectivement, ici, tout ce phénomène commence en 2010. Pourquoi cet objet frontière-là arrive en 2020? C'est tout simplement parce que en fait, on est sur des éléments qui sont issus de la recherche scientifique. Et c'est ce qui fait la force de cette approche-là. Alors, qu'est-ce que c'est la recherche scientifique? Particulièrement dans le champ de la gestion. On a peut-être une idée de ce que c'est dans d'autres champs, mais dans la gestion, c'est particulier. Tout simplement, il y a une recherche qui est lancée sur un phénomène organisationnel qu'on souhaite observer. Par exemple, comment aujourd'hui certaines entreprises industrielles valorisent leurs données. Suite à cette recherche-là, les chercheurs vont écrire un article sur cette recherche qui va être envoyé à une revue académique. L'éditeur de cette revue académique a plusieurs décisions possibles. Il va décider soit de rejeter l'article, il n'est pas intéressant, il n'est pas pertinent, il n'est pas dans le cadre de la revue. Soit, si c'est intéressant, il va, ce qu'on appelle l'envoyer en révision, en relecture. Et donc, la relecture, c'est généralement ce qu'on appelle un processus en double aveugle, c'est-à-dire qu'il y a d'autres scientifiques qui vont avoir accès à la recherche sans en connaître les auteurs. Et il y a au moins 2 scientifiques qui vont relire ça, et ils ne se connaissent pas entre eux. Ils vont relire le papier, le critiquer, et renvoyer les éléments à l'éditeur, ici, bien évidemment, qui va le renvoyer aux auteurs avec une demande de réécriture. Les scientifiques vont donc réécrire une partie de leur papier pour répondre aux auteurs, renvoyer ça à l'éditeur, qui, à ce moment-là, va tout simplement le renvoyer au relecteur, qui va renvoyer à l'éditeur, qui va, etc. Ce cirque peut durer jusqu'à 3 itérations avant que l'éditeur finalement décide soit de rejeter l'article, soit d'accepter l'article pour publication.
Et vous vous doutez bien que ce processus-là n'est pas instantané. Dans certaines revues académiques en sciences de gestion, le taux de rejet, c'est-à-dire le nombre d'articles qui sont rejetés, peut atteindre des montants assez incroyables, puisque dans les grandes revues dites de sciences de gestion, comme Academy of Management Journal ou Academy of Management Review, ce taux de rejet est supérieur à 90%. C'est-à-dire que sur 100 articles qui sont envoyés à la revue, seulement 8 seront publiés dans le cadre de l'Academy of Management Journal et seulement 6 seront publiés dans le cadre de l'Academy of Management. Le travail que vous voyez ici a été publié dans 2 revues qui sont d'un niveau pas équivalent aux 2 revues, mais très similaire. Et ce processus-là peut prendre de quelques mois à près de 4 ans dans les revues qui sont précédemment citées. Donc déjà, le temps de la recherche est un temps long. Il faut d'abord mener la recherche, ensuite il faut publier la recherche. Et une fois qu'on a publié la recherche, en l'occurrence, vous avez 3 papiers qui sont publiés dans des revues internationales à comité de lecture qui sont la base de l'approche Game of Streams. Une fois qu'on a publié ces papiers-là, il faut travailler pour, à partir de ces papiers-là, qui s'adressent généralement principalement à une audience de chercheurs pour aider à pousser la connaissance sur les phénomènes organisationnels, il va falloir essayer de la transformer en quelque chose d'accessible pour tout simplement le grand public, les praticiens, etc. Et ce processus-là, à partir des premières publications jusqu'à un produit fini, un produit fini qu'on a réalisé grâce à un partenariat avec la société Plush & Nuggets, qui a été cofondée par une ancienne élève de Grenoble École de Management, Laure Doucet. Je crois que Laure, d'ailleurs, nous écoute. Je ne sais pas si tu veux faire un bonjour, Laure. Yes, bonjour à tous, tout à fait. Tu as été une question d'ailleurs, Pierre, j'en profite quand je prends la parole. Stéphane a une question, il me semble. Oui, bonsoir monsieur. Voilà, j'avais une question, c'est que là on parle du numérique. 4 ans de processus pour publier un article. Enfin, il y a 4 ans, c'est la préhistoire, le numérique. Hein. Alors, c'est une question très intéressante et en fait, d'un point de vue, en fait, il y a 2 éléments. Oui, en 4 ans, il se passe énormément de choses dans le monde numérique. De manière tout bête, hein, il suffit de regarder la trajectoire de certaines grandes entreprises, de la rapidité des effets de réseau qui peuvent faire que si on regarde à l'échelle micro, il y a des phénomènes qui sont extrêmement rapides. Mais si on prend du recul et qu'on regarde à l'échelle macro, les bases qui sont aujourd'hui, d'un point de vue organisationnel, utilisées en système d'information, elles ont parfois une trentaine, une quarantaine d'années. L'exemple que j'aime bien mobiliser là-dessus, et c'est justement l'objectif de la recherche, hein, c'est pas de faire quelque chose qui est de l'ordre du journalistique, de l'actualité, de la news, mais bien d'aller derrière qu'est-ce qui se passe à l'échelle, pour ainsi dire, sociologique, à l'échelle managériale, qui permet de comprendre un petit peu ce qui se passe aujourd'hui dans les organisations. Et j'aime bien à ce titre-là faire référence à ce qu'on appelle la perspective sociotechnique, notamment dans le cadre des changements liés au système d'information. Le fait que tout système d'information, que l'on parle d'un système d'information ultra moderne avec des technologies d'authentification qui sont récentes, etc., ou d'un vieux système de type mainframe ou autre, en réalité, derrière, il y a 4 composants à tout système d'information informatisé. Hein. Typiquement, il y a un système social, un système technique. Et le système social, c'est une collection d'individus et les règles qui régissent les individus. Et le sous-système technique, c'est une collection de technologies et l'ensemble des processus qui permettent à ces technologies de fonctionner. L'ensemble des algorithmes, si vous préférez, des programmes, etc. Et on se rend compte que rien que ce modèle-là n'est aujourd'hui pas assez mobilisé, pas assez compris dans beaucoup d'organisations. Donc oui, à l'échelle du numérique, effectivement, 4 ans, c'est beaucoup et il peut se passer énormément de choses. Et l'objectif de la recherche, c'est justement d'analyser une grande quantité de phénomènes pour essayer d'en tirer quelque chose qui est non pas immuable, mais qui est relativement vrai, compte tenu de certaines contraintes et certaines variables. Et c'est ce qu'on a observé justement, ça fait une transition parfaite avec ces recherches sur la création de valeur à partir des flux de données numériques. Je détaillerai ça un tout petit peu plus loin, mais on va voir que ces choses-là n'ont pas encore changé. Ça ne veut pas dire qu'elles changeront, bien entendu, au contraire, il est même probable qu'elles changeront, mais pour le moment, elles restent valables. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à partir des 3 publications scientifiques? J'ai la chance d'avoir un background autour de la ludification, de la gamification. Laure pourra confirmer, puisque un des objectifs de la société Plush & Nuggets qui nous a accompagnés, c'est de libérer le pouvoir justement
du fun, de l'approche par le jeu, sachant que cette approche-là n'est pas un jeu, c'est vraiment une approche où on a intégré des éléments de jeu, du fun, dans quelque chose qui à la base n'est pas du tout, pour justement le rendre accessible, et je l'espère, au plus grand nombre. Donc c'est pour ça que je vais vous proposer de tester cette approche-là, justement en live. Donc il s'est écoulé 5 ans entre les premières recherches et publications scientifiques et la production de cet objet frontière-là, qui a nécessité un développement assez important. Et donc, il est temps d'entrer dans le vif du sujet, à savoir l'approche en tant que telle. Alors, il y a 2 manières de vous procurer l'approche. La première, c'est via le site de Plush & Nuggets. Vous avez un kit qui est en photo juste ici, qui est composé de stickers repositionnables, de feuilles plastifiées, de stylos, de cubes qui sont pliables, réutilisables, sourcés de manière, enfin, éco-conçus en fait, et réutilisables. Donc, vous pouvez acheter ce kit si vous souhaitez développer la méthode, etc. Mais pour le cas d'aujourd'hui et pour les cas en général où vous pouvez utiliser cette méthode-là, vous pouvez télécharger gratuitement le kit sur le site web de Grenoble École de Management. Donc, c'est un kit numérique en PDF et il est disponible via une licence de type Creative Commons by NCSA. Ça veut dire que vous pouvez l'utiliser pour vous, vous pouvez le remixer si vous partagez le contenu dans des conditions à l'identique, mais vous ne pouvez pas en faire un usage commercial. C'est-à-dire que si vous avez une boîte, vous pouvez parfaitement l'utiliser dans votre boîte, mais vous ne pouvez pas vendre une prestation qui utilise cette méthode, par exemple. Bien, ceci étant précisé, je vais vous fournir le lien pour télécharger cette méthode-là tout de suite, et je vais vous demander de télécharger le PDF qu'on va parcourir ensemble avant que je vous présente les détails de l'approche et les éléments de variables qui vont être pris en compte. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions pour le moment, n'hésitez pas à interrompre. J'ai le fenêtre du chat qui est un petit peu caché actuellement sur mon écran. Donc, il vous suffit d'ouvrir un navigateur web, chose que je vais faire tout de suite, pour vous montrer. Donc, vous allez sur le lien ici, lstu.fr/game-of-streams. Je vais le faire en même temps, comme ça vous laisse le temps de faire. Vous allez tomber sur la page, hop, je vais accepter les cookies, Game of Streams de GEM. Et vous avez, si vous scrollez, alors il y a des vidéos, etc., qui vous détaillent l'usage si vous souhaitez y revenir après. Et vous voyez ici d'ailleurs Laure, ici présente, le lien pour acheter la version tangible du kit sur la boutique Plush & Nuggets. Et plus bas, vous avez la version française numérique de Game of Stream. Donc c'est un fichier PDF. Hein. L'idée est de pouvoir, si vous souhaitez l'imprimer, pour pouvoir exploiter ça. Je vais cliquer ici, il va s'afficher. Voilà. Donc vous le voyez sous vos yeux. On va dézoomer un petit peu. Donc, après une page de remerciements qui vous explique un petit peu le contexte, vous avez un rappel de la licence. Alors, effectivement, l'approche est disponible sous la licence Creative Commons by NCSA, mais bien entendu, le logo Game of Streams et le logo Grenoble École de Management et les visuels ne sont pas soumis à cette licence-là, reste évidemment la propriété de Grenoble École de Management. Vous avez ensuite un rappel des éléments à connaître absolument, ce qu'on appelle les archétypes de création de valeur, j'y reviendrai dans un instant. L'ensemble du détail qui vous permet de mobiliser cette approche, les règles du jeu qu'on va voir dans un instant, le résultat de l'utilisation des règles du jeu, ça va prendre la forme d'une petite fiche idée avec différents éléments d'évaluation, un petit dé à imprimer qui concerne les clients que vous envisagez, les profils types de clients que vous envisagez, un petit dé qui concerne les flux de données numériques en temps réel auxquels vous pouvez avoir accès, on y reviendra après, l'archétype des créations de valeur, et c'est tout. Et on va voir qu'avec ces éléments-là, qui sont issus des articles qui ont été publiés, vous allez pouvoir tout simplement trouver des façons innovantes de potentiellement créer de la valeur pour vos usagers ou vos clients. Alors, on a fait un petit passage dans le fichier PDF. Est-ce que vous avez tous pu télécharger le fichier? Ceux qui souhaitent évidemment essayer cette méthode, est-ce que vous avez tous pu télécharger le fichier? Sinon, n'hésitez pas à poser la question. Je vois que Laure a partagé le lien dans le chat. Merci beaucoup, Laure. C'est super. Donc, une fois qu'on a ce fichier-là, me direz-vous, OK, j'en fais quoi? Alors, je vais vous résumer un petit peu tout ce qui est présent dedans, puisqu'il y a effectivement les documents qui vous permettent de l'utiliser. L'idée étant de comprendre certaines conclusions clés de la recherche derrière. Et
certains éléments de cette conclusion clé, pour en revenir à la question de tout à l'heure, c'était la notion d'archétype de création de valeur. Les chercheurs se sont aperçus, alors par les chercheurs, je veux dire messieurs Watson, Piccoli et Pini. Alors Pini, c'est le nom de Federico Pini, qui est actuellement doyen du corps professoral à GEM, avec qui j'ai la chance de travailler. Donc c'est des recherches originales de Federico Pini que j'ai tout simplement transformées dans un objet qui soit actionnable par les entreprises et le public. Ils ont analysé plusieurs centaines de grandes entreprises américaines. Par exemple, dedans, il y avait, ou organisations, il y avait la NASA, il y avait de l'entreprise pétrolière, il y avait etc. Et donc, dans cette analyse-là, à la suite de cette analyse-là, ils se sont aperçus qu'en fait, peu importe le produit ou le service justement numérique qui était disponible, ou les données qui étaient disponibles, l'ensemble de ces organisations, finalement, ne créer de la valeur ou essayer de créer de la valeur pour leurs clients ou leurs usagers qu'à partir de 5 grandes façons de le faire, 5 archétypes de création de valeur. Alors c'était vrai effectivement lors de cette publication en 2016, c'est toujours vrai en 2021, il n'y en a pas de nouveaux aujourd'hui qui ont émergé. Si jamais il y en a des nouveaux, ce serait bien évidemment avec grand plaisir que l'on pourrait en discuter et les intégrer. Quels sont-ils ? Alors, quand on parle de flux de données numériques, déjà, il faut commencer par là. On ne parle pas d'une base de données qui est inerte et qui ne bouge pas. On parle réellement de ce que d'aucuns qualifient le big data. C'est d'où cette notion de flux de données, hein, les données qu'on émet au fur et à mesure des usages d'outils numériques, de comportements en ligne, etc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la latence entre un phénomène, on va dire, dans le monde analogique, dans le monde physique, et sa numérisation, ce délai est de plus en plus court. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un événement qui se passe aujourd'hui est quasiment numérisé de manière instantanée. Parce qu'il y a toujours un smartphone qui est en train de faire une action. Ils sont aujourd'hui au cœur de plus en plus de comportements individuels, mais c'est aussi valable dans l'industrie. Dès qu'une transaction est effectuée, elle a une empreinte numérique et parfois elle n'est même que numérique. Tout ça crée un flux de données massif qui se caractérise généralement par un volume inédit de données, une variété inédite de données, et évidemment une vitesse à laquelle ces données vont circuler de plus en plus importante. Ces 5 archétypes de création de valeur, là, qui découlent en fait tout simplement de l'usage, on va dire, de ces masses de données, ou de la génération de ces données, c'est d'ailleurs le premier archétype, ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement, ces données-là, on peut faire quoi avec qui a un intérêt potentiel pour les organisations? Premièrement, on peut bien évidemment générer la donnée, c'est le premier, mais effectivement, créer un flux de données numériques volontairement ou en tant que produit secondaire d'une activité, c'est quelque chose qui en soi peut avoir de la valeur pour certains usagers, pour certaines organisations. L'exemple que j'aime bien faire, hein, c'est quand on a développé cette approche-là, on appelle ça un sous-traitant automobile qui fabrique des amortisseurs avait un capteur qui permettait de voir quand l'amortisseur est en fin de course. C'est pour des raisons de maintenance, pour des raisons de suivi. Et ça, c'est intéressant pour faire tout simplement de la maintenance, avertir un usager, cette donnée est intéressante en soi. Mais si on va plus loin et qu'on peut réfléchir à partir de cette donnée et qu'on l'agrège, et donc c'est la deuxième façon de potentiellement créer de la valeur, c'est la collecte et l'agrégation des flux de données pour leur donner un nouvel objet. Si j'agrège la donnée précédemment vue, la compression complète d'un amortisseur, avec une donnée GPS, je me rends compte que la voiture roulant, qui a un nid pool, il y a une contraction sur le nid pool de l'amortisseur et j'ai une trace GPS. Je peux géolocaliser les nid pools. Et ça, on se rend compte tout de suite de l'intérêt d'agréger cette donnée. Parce qu'il y a des organisations pour qui ça a énormément de valeur. Au-delà de la génération et l'agrégation, on peut envisager, et ça aujourd'hui, c'est beaucoup de monde en entend parler, c'est tout ce qui est analyse en fait. C'est à partir de l'agrégation de données, on peut tout simplement analyser, visualiser des données en temps réel pour diminuer une incertitude par rapport à une situation, approfondir la connaissance d'un sujet, d'un objet, d'une situation, pour améliorer sa prise de décision, que ce soit via des tableaux de bord ou du data mining par exemple. C'était le troisième élément. Quatrième élément, on peut créer de la valeur en utilisant ces flux de données numériques en temps réel pour optimiser les informations internes.
piloter la performance d'une activité, un temps de réponse, la performance d'un processus, le volume de déchets, les opérations au niveau d'une chaîne de production pour déterminer s'il y a des goulots d'étranglement ou pas. Et enfin, on peut tout simplement créer de la valeur à partir de ces flux de données pour tout simplement créer des services ou améliorer la qualité des services existants. À titre d'exemple, un exemple que j'aime beaucoup mobiliser, puisqu'il est très récent et il a été fait générer lors d'un test que l'on a fait avec un de nos mécènes dont je vous parlerai tout à l'heure. Il s'agit d'exploiter les données de transactions, de justifications fournies à un opérateur d'assurance pour déterminer un comportement frauduleux. C'est-à-dire que grâce à des marqueurs, des données qui sont générées par un comportement en ligne lors de la soumission d'informations, on est capable d'attribuer une note pour dire si tel ou tel client est potentiellement en train de tenter une fraude ou pas. Et c'est un service qui a de la valeur pour les assurances, notamment des assurances qui ont le souci de traiter ces clients de manière équitable et qui n'ont pas énormément d'argent à dépenser sur un suivi de fraude ou pas. Ça permet de mettre tout simplement des warnings où il faut et d'éviter des surcoûts dans le traitement des demandes. Donc c'est un nouveau service qui a été proposé par cette entreprise. Voilà, donc pour résumer, 5 opportunités stratégiques, 5 archétypes de création de valeur à partir des flux de données. On génère des données, on agrège différentes données, on analyse les données qui ont été gérées pour améliorer la prise de décision, on utilise les données pour améliorer la performance des processus, ou on utilise les données pour créer des nouveaux produits ou services. Alors maintenant que vous avez tout ça en tête, la question se pose de qu'est-ce que vous pouvez faire à partir de ces archétypes-là. C'est bien beau de connaître maintenant qu'on peut soit générer des données, on savait déjà, soit agréger des données, ok, c'est pas un truc de malade, mais la plupart d'entre nous avaient une bonne idée là-dessus. L'analyse, tout le monde en parle, donc c'est gentil, mais il n'y a rien de nouveau là-dedans. Améliorer l'efficience, c'est évidemment une recherche constante de la plupart des organisations, et faire des nouveaux produits ou services, c'est aussi quelque chose qu'intuitivement, on sentait bien. La vraie nouveauté et la vraie qualité de cette approche-là, c'est que ça va nous permettre de mobiliser ce cadre-là, qui désormais est un cadre commun, en pensant à nos clients, en pensant à vos clients, en pensant à vos usagers, avec vos flux de données numériques en temps réel, ou en tout cas ceux auxquels vous pouvez avoir accès. Et si on a ces 3 briques-là, on va pouvoir d'une certaine façon jouer avec ces 3 éléments pour tenter de déterminer les nouvelles manières de créer de la valeur pour vos clients ou vos usagers. Alors ça paraît tout bête dit comme ça, mais en fait c'est fruit d'un long travail de vulgarisation, de simplification et de mise en pratique. Alors par mise en pratique, qu'est-ce qu'on veut dire? Vous avez vu que dans le kit, il y avait un petit rappel, on va dire, du flux, de la manière d'utiliser l'approche Game of Streams. Alors comment on utilise cette approche Game of Streams? Eh bien, il y a seulement 3 étapes pour le faire. La première, si vous souhaitez l'imprimer, évidemment, vous allez monter vos cubes, mais il faut réfléchir à vos usagers et à vos clients. Qui sont-ils? Qu'est-ce qui définissent vos groupes de clients? Il faut essayer de penser à leur comportement, à essayer de penser à des catégories de clients, à des profils. Quelqu'un du marketing vous dirait à leur persona, c'est-à-dire qu'est-ce qui va définir ce client? Ça peut être, est-ce que c'est un grand compte ou est-ce que c'est pas un grand compte? Est-ce qu'il a des caractéristiques particulières, que ce soit des caractéristiques, si on parle de clients individuels, sociologiques, démographiques, etc. Il faut définir des critères, des profils clients. Une fois que vous avez défini sur chacune des phases du cube un profil de client différent, on peut imaginer par exemple, vous avez des vidéos, Laure qui est là, vous les mettra peut-être dans le chat si jamais elle peut, qui permettent de réfléchir à ce genre de profil-là. À titre d'exemple, dans le cadre d'une école de commerce comme les Grenoble École de Management, on peut réfléchir par exemple à différents personas d'élèves, profils d'élèves. Il y a des élèves post-bac, il y a des élèves à recrutement à bac+2, il y a des élèves en formation continue, il y a des élèves qui sont en formation doctorale. C'est des publics distincts, c'est déjà 4 ou 5 profils différents. Une fois que vous avez préparé ça, vous pouvez d'ailleurs affiner un petit peu tout ça en pensant aux clients de vos concurrents. Vous pouvez penser aux clients que vous souhaiteriez avoir mais que vous n'avez pas encore, etc. Une fois que c'est fait, vous allez préparer le cube des flux de données. Alors,
On peut imaginer le flux de données tout simplement comme un élément qui est une donnée accessible à votre organisation et sur lequel vous pouvez tout simplement y avoir accès. Si c'est quelque chose auquel vous n'avez pas accès, ça va bien évidemment compliquer derrière la mise en œuvre des idées que vous allez avoir. On peut réfléchir par exemple à des flux de données qui sont externes à l'organisation et internes à l'organisation. Ça peut venir de votre système de gestion de la relation client, ça peut venir de votre système de production, ça peut venir de la gestion de vos de vos transactions, etc. Et d'un point de vue externe, ça peut être tout simplement les flux de données météorologiques qui sont assez accessibles aujourd'hui. Ça peut être des flux liés à des médias sociaux, etc. Une fois que vous avez un petit peu formalisé ce cube-là, en écrivant sur chaque face, en détaillant l'ensemble des 6 flux de données auxquels vous avez trouvé, j'ai envie de dire, le boulot le plus difficile est terminé, il reste à s'amuser. S'amuser, ça veut dire que vous allez tout simplement combiner les éléments du cube de vos usagers, de vos clients, les éléments des flux de données, et vous allez vous contraindre avec le cube, ou alors avec un des 5 archétypes de création de valeur. Pourquoi ça marche quand on fait ça et pas seulement de lire le papier de recherche et de réfléchir? Mais ça marche en fait pour plusieurs raisons. La première, vous allez contextualiser à votre organisation des conclusions qui sont issues de la recherche et qui ont été publiées. C'est-à-dire que oui, on sait très bien qu'on peut générer des données. Mais se dire quelles données je peux générer, c'est toujours compliqué. Alors que si je vous contrains à penser à vos clients, à penser au flux de données accessibles et à quelle idée je peux, pour générer d'autres données qui ont de la valeur, quelle idée je peux avoir pour agréger des données qui ont de la valeur, le fait de vous contraindre dans un espace de création va tout simplement vous permettre d'innover plus librement. Et c'est une des vraies forces de cette approche-là. C'est-à-dire qu'en quelques heures de pratique, vous allez pouvoir obtenir des résultats qui nécessiteraient potentiellement plusieurs jours de brainstorming avec différentes équipes. Pour le coup, c'est pas effectivement moi qui le dis, c'est notre mécène qui en a fait l'expérience. La deuxième chose, c'est parce que vous avez un langage commun, les archétypes de création de valeur, parce que vous avez créé une perspective commune sur vos utilisateurs, sur vos clients, parce que vous avez créé une vision commune sur les flux de données, vous allez tous pouvoir parler le même langage et avancer de la même façon. J'espère que c'est à peu près clair jusqu'à présent. Donc, ce que je vous propose, c'est, je vais me rendre à votre disposition là où les personnes qui ont souhaité télécharger l'approche et éventuellement l'essayer. Je vous laisse réfléchir à vos utilisateurs, à vos flux de données. Alors, j'en ai donné quelques exemples. N'hésitez pas à proposer les vôtres dans le chat ou en prenant la parole. Et une fois qu'on aura pris un petit instant pour réfléchir à ces clients, à ces flux de données et aux archétypes de création de valeur, si vous avez des questions, on va pouvoir tout simplement piocher des éléments au hasard dans vos profils utilisateurs, à piocher de flux de données au hasard parmi ceux que vous avez choisis et vous forcer à trouver des idées qui exploitent les flux de données pour créer quelque chose qui a de la valeur pour vos clients. Ça paraît tout bête comme ça, mais vous allez voir qu'en faisant l'expérience, le potentiel de cette approche-là, plus vous allez le faire et plus ça va fonctionner, est assez bluffant. Pour le coup, assez bluffant. Qui plus est, j'y gagne strictement rien puisque je vous l'ai dit, cette version-là est disponible sous une licence Creative Commons. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que vous allez pouvoir obtenir. Alors pendant que vous expérimentez un petit peu, je vais tout simplement amener un petit point de conclusion sur qui sont les mécènes de la chaire d'os et pourquoi je tiens à les nommer et à les remercier. Et ensuite, je répondrai bien évidemment à toutes vos questions sur l'usage et à clarifier tous les éléments qui mériteraient peut-être d'être clarifiés. Puis je ne sais pas si Charles, vous avez préparé des questions ou pas. J'y répondrai évidemment avec grand plaisir. Mais avant tout, les mécènes de la chaire d'os. Aujourd'hui, c'est Tessie, le groupe Tessie et le groupe NJ, que je remercie. Tessie a testé plusieurs fois cette méthode en interne avec ses clients. On a testé cette méthode avec des constructeurs automobiles, des sous-traitants automobiles, des entreprises de services. Voilà, ça a été testé une dizaine de fois avant d'arriver à un produit fini aujourd'hui.
Donc j'espère vraiment qu'il vous donnera satisfaction sur la version que vous avez vue. Si vous souhaitez évidemment qu'on vienne vous aider à utiliser cette méthode, ce sera avec grand plaisir. Même si j'insiste, c'est disponible en Creative Commons. Vous pouvez l'utiliser pour votre entreprise, que ce soit une TPE, une PME, un grand groupe, ou etc. C'est vraiment quelque chose qui était dans notre volonté dès le début de rendre accessibles ces conclusions de la recherche-là, de les rendre manipulables et exploitables. Voilà, moi j'ai terminé cette courte présentation. Je voulais rester dans la petite demi-heure de présentation pour qu'on ait le temps de prendre quelques instants pour le manipuler, pour tout simplement l'expérimenter, jouer avec. Alors j'espère qu'il y en a certaines parmi vous qui ont pu le télécharger, qui sont dedans. Si vous avez des questions, encore une fois, je suis disponible. Merci pour votre attention et je répondrai avec grand plaisir à toutes vos questions. Prenez la parole directement s'il y en a. S'il n'y a pas de questions, je vais Oui, j'ai lancer. une question. Allez-y. Si vous me le permettez, Patrick Payon, directeur des systèmes d'information du groupe TSI. Bonjour Patrick. Bonjour. Je me permettais juste de vous poser une question qui est peut-être un peu plus spécifique, mais quand les données sont des données sous-traitant au titre du GDPR, on ne peut pas exploiter les données sur n'importe quelle finalité. Donc je souhaitais avoir votre éclairage sur dans quel contexte, comment dire, pour faire germer un nouveau service, on a besoin de co-construire sur la base de données qu'on ne peut pas exploiter dans n'importe quel contexte. Alors j'imagine que c'est beaucoup plus simple qu'une entreprise qui exploite ses propres données, mais quand on est dans un mode sous-traitance, est-ce que vous avez creusé cette approche-là? Parce que c'est aussi une difficulté toute particulière et qui doit certainement concerner un certain nombre d'entreprises de ce secteur. Ouais. Alors, merci pour la question. On l'a traité avec Tessie en l'occurrence, que je remercie encore une fois au passage, et je suis super content que Patrick vous soyez là. Ce qu'on a fait avec chacune des organisations avec qui on a testé récemment l'approche, c'est qu'il y avait généralement le DPO qui était là, ou une personne qui était représentante on va dire, de l'aspect juridique sur le traitement des données, qui permettait de valider ou d'invalider en l'état le traitement du flux de données. Donc soit il faut co-construire, comme vous l'avez dit, avec la personne qui est responsable des données ou propriétaire de la donnée ou exploitant de la donnée si vous êtes simplement un sous-traitant. Mais c'est effectivement une problématique à traiter le plus en amont possible si vous êtes tout simplement la personne qui va traiter les données et pas la personne qui est en l'occurrence le détenteur légitime ou la détentrice légitime du flux en question. Donc en l'occurrence avec Tessie, ça s'est réglé avec le fait qu'il y avait le DPO dans les équipes de réflexion et qui tout simplement réfléchissait à la manière légitime de traiter ces données-là, soit avec le client, soit en demandant les autorisations nécessaires, soit en effectuant les actions en accord avec le client. Donc, je n'ai pas plus de réponses à vous donner malheureusement, mais systématiquement, quand on a mobilisé cette approche, pour que ça fonctionne, effectivement, on avait le DPO ou la DPO qui était là. D'accord. C'est vrai qu'après, la difficulté, c'est effectivement pour créer un service, il faut qu'il intéresse un certain nombre de clients. Ma question, elle est dans le sens où on peut avoir une approche statistique. À ce moment-là, il n'y a pas trop de problèmes à partir du moment où on anonymise tout ça. Dans un service multi-client, quand on essaie de faire un service cousu humain, c'est vrai qu'il faut que ce soit co-construit et qu'on ait l'accord préalable quasiment, quoi. Donc c'est peut-être un peu la limite de l'exercice, quoi. Ouais, d'un point de vue très concret, il y a deux possibilités de voir le truc. Soit effectivement on fait des agrégations statistiques anonymes, c'est-à-dire que la donnée est agrégée à un niveau tel que de toute façon il y a un traitement qui est possible et auquel cas vous allez pouvoir offrir un service. Soit par rapport à justement, et c'est tout l'intérêt de l'étape de profilage, vous avez déterminé un profil type de client et vous êtes capable de créer un service par rapport à ce profil de client et dire ah bah tiens je vais caricaturer, mais tel client banque assurance, tel client mutuel, c'est clairement un service qui lui plaît. Donc on va voir directement ce client et on lui propose à partir de ces données. Et on fait un autre service identique, une fois qu'on a tout simplement réfléchi au service, pour un autre client à partir de ces données-là. Après, vous pouvez réfléchir, à charge à vous de créer quelque chose avec l'ensemble de ces clients, avec l'ensemble de leurs accords, avec l'ensemble des gens qui fournissent ces données.
Mais l'idée, c'est que si vous avez un service pour un client, mais c'est avec ce client, à partir de ces données, qu'il faut lui proposer cette instance de service. Et pas des données qui sont effectivement issues des autres clients. Ça a été fait, par exemple, pour un service a émergé pour, par exemple, fournir des tableaux de bord aux PME sur, on va dire, un tableau de bord social sur les PME sur le territoire suisse de mémoire. Une idée avait émergé là-dessus qui permettait de positionner son entreprise au regard de certains, on va dire, dans un langage vulgaire, on dirait de certains KPI, mais de certains indicateurs clés sur, on va dire, l'aspect social, responsabilité sociale de l'organisation, savoir où se situait l'entreprise par rapport aux autres entreprises qui se situaient sur le même territoire, le même canton, etc. C'est une idée qui a émergé en exploitant l'approche. Ça ne veut pas dire que ces idées-là, d'ailleurs, j'insiste, n'auraient pas émergé autrement. C'est juste que cette approche-là, c'est réellement un catalyseur qui permet à des équipes qui sont souvent issues de différents départements de l'organisation, qui ne communiquent pas forcément entre elles, d'avoir un cadre commun, des objectifs communs, et 3, une manière commune de penser, ce qui va accélérer drastiquement la réflexion. Très clair. Merci. Mais de rien, Patrick. Moi, j'ai une question. Merci pour la présentation. Je voulais savoir, est-ce que ça s'apparente au design thinking, cette méthode-là, ou c'est différent? Je ne suis pas du tout un expert du design thinking. Alors, on a des collègues à GEM dont c'est absolument le métier. Si on considère l'objet du design thinking qui est d'aboutir à un certain cadre de pensée, comme un processus de pensée pour aboutir à une résolution de problème, oui, on est dans le cadre de quelque chose qui permet, avec des objets tangibles, de réfléchir à quelque chose pour aboutir à une résolution de problème. Maintenant, on n'a pas utilisé ni de méthode de design thinking, enfin, on a utilisé des méthodes de design thinking dans le cadre de l'approche pour la designer, pour le faire, mais l'approche n'est pas du tout issue de recherche autour de design thinking ou ce genre de choses. D'accord. En revanche, design science, oui. Alors la différence, elle est un peu ténue, mais c'est l'objectif de cette recherche. Alors d'un point de vue, j'ai parlé tout à l'heure de la recherche en gestion. Il y a un truc qui s'appelle la Design Science Research Methods. Donc le but, c'est de partir d'un problème tangible et existant pour les entreprises, d'aboutir à un artefact qui permet de résoudre ce problème et de montrer comment on a résolu ce problème. Et c'est clairement la méthodologie qu'on a mis en œuvre pour aboutir à cette méthode, au premier prototype de cette méthode. Et une fois qu'on avait ces premiers prototypes, là, on a travaillé en partenariat avec Laure, qui va prendre la parole dès que j'aurai terminé cette phrase, pour aboutir à cette version finale de produits qui peut à la fois être acheté commercialement sur la boutique de Plush & Nuggets ou téléchargé gratuitement sur le site de l'école. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Pamela, je vais peut-être laisser Laure préciser. Oui, c'est complet, merci. Oui, je veux juste ajouter que design thinking, c'est aussi mettre au centre l'utilisateur des réflexions. Et c'est quand même un mindset qu'on a remis dans ce kit et auquel on apporte une touche particulière en essayant de se centrer sur les comportements et justement pas partir de l'utilisateur d'un point de vue données et de réserver le flux de données comme étant la data avec laquelle on va réfléchir. En tout cas, c'est ça qui est proposé dans Game of Streams. Effectivement, j'ai peut-être, merci Laure, j'ai peut-être pas assez insisté là-dessus, mais ce qui importe, c'est pas la donnée, justement, c'est ce qu'on en fait et c'est pour qui on le fait. C'est tout bête, mais j'aime bien citer Steve Jobs dans la conférence des développeurs de 1997. Alors, pourquoi cette citation m'a marqué, honnêtement, j'en ai aucune idée. Mais ce qu'il disait, alors je vais essayer de faire une traduction de manière la plus rapide possible à la volée, mais il disait déjà en 97, une des choses que j'ai, alors quand je dis j'ai, c'est Steve Jobs, c'est pas moi. Une des choses que j'ai toujours vues, c'est que vous devez commencer avec l'expérience client, avec le client, et travailler en recul vers la technologie. On ne peut pas commencer par la technologie et essayer de voir comment on va la vendre au client. Et c'est vraiment l'idée de Game of Streams, c'est quelle valeur ajoutée, d'où l'intérêt de partir des archétypes, je peux proposer au client. Je suis désolé, j'ai le chat qui miaule. On est sur Internet, il faut donc montrer des chats. Oh oui, il fait pépère. Donc je vais accomplir la mission en montrant un petit chat sur les internets. Voilà, t'es enregistré dans la postérité, ma princesse.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si je peux me permettre, quand vous avez évoqué les 5 archétypes de création de valeur, est-ce qu'il y en a un qui est plus utilisé que les autres ou est-ce que c'est plus une combinaison des 5 qui permet d'aboutir à justement un service pour le client? Alors, il y en a plutôt qui sont, merci Charles, il y en a plutôt qui sont en amont des autres en fait. Vous pouvez pas, je vais caricaturer un peu le propos, mais vous pouvez pas faire de l'agrégation de flux de données si vous n'avez pas déjà des flux de données. Vous pouvez pas faire de l'analyse de flux de données si vous n'avez pas déjà des flux de données. Donc effectivement, l'aspect génération, c'est quelque chose qui est d'une certaine façon l'archétype initial de la création. Après, j'ai plus les chiffres en tête, il faudrait que je revérifie. Il y a certains en fait archétypes qui sont plus complexes à mettre en œuvre dans les organisations. Je parle notamment par exemple de la création de services où les gains d'efficience sont parfois compliqués à mettre en œuvre. Alors c'est détaillé dans la recherche, j'espère inclure ça dans une V2 de cette approche-là. Mais pour faire simple, on peut développer un indice de dans quelle mesure une organisation est prête à exploiter des flux de données numériques en temps réel. Et pour faire simple, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. C'est-à-dire que si vous voulez exploiter des flux de données en temps réel, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il faut avoir les bons outils. Il faut être capable de gérer ces flux de données d'un point de vue outil, avoir les bonnes machines, la bonne infrastructure, les bons débits, etc. Donc ça, c'est les outils numériques. Deuxièmement, il faut avoir les compétences, que ce soit en interne, chez vos partenaires externes. Il faut avoir des gens qui sont capables de gérer ces flux de données, que ce soit d'un point de vue technique, opérationnel, ou d'un point de vue managérial, la réflexion. Pour créer quoi, quelles opérations on va faire dessus, c'est intéressant pour qui, etc. Donc ça, c'est, on va dire, les compétences. Il faut les outils, il faut les compétences, il faut les données, bien évidemment. Si vous n'avez aucune donnée, vous ne pouvez pas. Enfin, on ne peut pas faire des opérations sur les flux de données numériques en temps réel si on n'a pas les données, donc il faut savoir où les trouver, où les récupérer, comment on fait, etc. Mindset, skillset, toolset, dataset. Et voilà, le dernier, pardon, c'est d'une certaine façon, je vais appeler ça l'aval de la direction, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Il faut tout simplement que votre entreprise soit tournée, soit prête stratégiquement à exploiter ces données. Et c'est quelque chose qu'on s'est aperçu, on pensait que c'était une évidence, mais en fait, c'est pas le cas. Il y a beaucoup de directions générales ou pas qui peuvent être frileuses ou être incertaines quant à la valeur potentielle qui peuvent être générées par ces données, et donc ils vont d'une certaine façon à reculons. Ça marche jamais. Donc il faut ces éléments-là, en fait, une fois, c'est pas le tout d'avoir les données, il faut les outils, il faut les compétences, il faut les connaissances, et il faut, on va dire, l'orientation stratégique sur le fait d'exploiter ces données. Oui, donc il y a des secteurs qui sont plus enclins à mettre en œuvre ce genre de procédés que d'autres. Pas forcément, en fait, puisqu'il y a pas une forcément minorisation. des secteurs, en fait. On part du principe souvent que le secteur du numérique qui sont en pointe, etc. Oui, effectivement, il y a des secteurs qui sont plus en avant que d'autres sur l'exploitation des données, tout simplement parce que ils maîtrisent déjà les outils, ils ont déjà accès aux données, ils ont déjà les compétences. Mais en réalité, il y a beaucoup de secteurs aujourd'hui qui le font. Donc, c'est comme on l'a vu au début de la présentation, en fait, le degré de je ne sais pas si ça se dit en anglais, pervasivité, mais le degré d'omniprésence tout simplement du numérique dans les organisations est tel qu'aujourd'hui, la plupart des organisations sont potentiellement en mesure d'exploiter cette approche-là et de créer de la valeur avec leurs données. D'accord, merci. Je vais essayer de vous trouver un des papiers les plus importants par rapport à cette méthode. Donc, c'est le papier de California Management Review publié en 2016. C'est vraiment celui qui est, on va dire, fondateur d'une partie de cette approche-là. Donc, je vais le trouver en version accessible, qui n'est pas derrière un paywall, ce que je viens de faire. Merci Google. Je vous le mets dans le chat. Alors, c'est assez indigeste, puisqu'il s'agit d'un papier scientifique, publié dans la California Management Review, c'est en anglais. Mais vous avez un détail de ce que j'ai expliqué rapidement sur la notion de pervasivité, sur la notion de latence pour exprimer une forme numérique, et surtout sur l'opportunité tactique versus l'opportunité stratégique derrière les flux de données.
Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou si certaines personnes ont exploité, pendant qu'on répondait à quelques questions, le début de l'approche euh, pour nous fournir leur premier retour. En tout cas, n'hésitez pas à manipuler cette approche-là et à m'envoyer directement par mail ou autre les retours que vous pourriez avoir. Je serais plus que ravi d'en discuter avec vous, que c'est marché ou pas marché, c'est pas grave. J'en serais vraiment curieux. Bonsoir, moi j'aurais une question. Alors, je ne sais pas tellement comment la formuler, mais moi je suis dans une entreprise, on fait une solution pour le data, et en l'occurrence potentiellement le big data. Donc on n'a pas les données nous-mêmes, hein, comme la personne qui parlait tout à l'heure, c'est pas nos données. Et du coup, je me demande un peu comment ça se positionne par rapport à la data science, en fait, ce genre d'outil. Parce que dans le cadre d'une grosse société, je me dis, ils doivent avoir des data scientists a priori. Alors, je vois bien l'idée du truc, mais voilà, j'ai du mal à le positionner. Je ne sais pas comment formuler les choses, mais voilà. Comment ça peut apporter un plus, pourquoi pas, à une équipe qui est déjà, on va dire, scientifique de la data. Ouais. Alors, le métier de data scientist, c'est un métier qui est très très intéressant puisque ça, on va dire, ça mélange le métier de statisticien et celui d'expert métier dans la plupart des organisations. Et cette approche-là, en fait, alors c'est ça qui est rigolo, on avait beaucoup parlé avec notre autre mécène NJ de ces éléments-là, qui a aujourd'hui beaucoup justement de ce qu'on appelle des data scientists. L'intérêt là, c'est justement le data scientist rentre dans le cadre de ce qu'on appelle le skill set, c'est-à-dire un élément nécessaire pour pouvoir exploiter les données. L'idée là, c'est est-ce que la responsabilité de la génération d'idées potentiellement créatrices de valeur est sur les épaules exclusivement du data scientist, ou est-ce qu'on imagine que chaque différents départements peuvent apporter quelque chose, que ce soit le marketing, que ce soit, on imagine la logistique interne, la production, etc. Et si on pense ou si on part du principe que le data scientist est capable d'avoir une vision globale de son organisation et de savoir pour qui il peut potentiellement créer de la valeur, en gagnant en efficience, en créant de nouveaux services, alors non, cette approche, effectivement, n'est peut-être pas la meilleure, même si elle peut amener des résultats qui sont ce qu'on va appeler divergents par rapport à ce qu'on aurait eu l'idée sans utiliser l'approche. Je préciserai un petit peu mon propos là si ça vous intéresse. Mais en revanche, si on estime qu'il y a un potentiel de création de valeur par les apports d'autres départements de l'entreprise, d'autres potentiels d'une certaine façon que seulement le data scientist, c'est-à-dire l'aspect compétence sur la gestion de ces flux de données-là, alors l'approche peut amener quelque chose en fournissant un langage commun, une perspective commune à l'ensemble des gens qui vont le pratiquer. C'est pour ça que, d'un point de vue personnel par rapport à mon expérience, je vous conseille, si vous souhaitez utiliser cette approche-là dans votre boîte, surtout de faire une équipe mixte, avec des gens effectivement de la data science, avec des gens du juridique comme le DPO, avec des gens du service en question, pour essayer d'amener une réflexion commune. Et de là vont être générées des idées qui sont potentiellement divergentes. Pourquoi potentiellement divergentes ? Alors ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises, ces idées, ça veut dire qu'on ne les aurait pas eues dans un cadre classique, parce qu'elles vont forcer une réflexion à partir d'éléments qu'on aura présélectionnés en amont. Pas d'éléments que on a une routine mentale, une façon de travailler avec ces éléments-là. D'accord, oui, donc ça peut amener un plus dans l'interaction que chaque équipe peut avoir, et puis pourquoi pas pour sortir un peu des sentiers battus qui sont explorés d'habitude, mais avec l'atout du coup de la data science que la vision qu'ils peuvent amener. Parce que Bien sûr, c'est presque une condition sine qua non en fait. Si vous voulez générer les idées, même si vous avez à la rigueur, j'ai envie de dire, pas beaucoup de flux de données en interne, c'est facile. C'est facile. Avec cette méthode-là, c'est facile. Je me rappellerai toujours cette petite citation de Tessie. Alors Patrick, faut me corriger si je me trompe, mais au sortir d'un test, je sais plus qui de chez Tessie m'a dit, on a fait plus longtemps en 4 heures avec cette méthode qu'en une journée de brainstorming avec des équipes. Donc en fait, ça fonctionne. Mais avoir l'idée, c'est pas suffisant. Enfin, je veux dire, même si on peut avoir des bonnes idées avec cette méthode, il faut la mettre en œuvre. Et mettre en œuvre l'idée, là, clairement, ça va nécessiter du travail, effectivement, derrière des data scientists, des gens de l'infrastructure pour être capables d'exploiter ces flux de données comme on le souhaite, des gens probablement du juridique pour cadrer l'exploitation de ces données, etc., etc. Donc, avoir l'idée, cette méthode, c'est un vrai catalyseur.
exploiter l'idée, ça, effectivement, il faut que l'entreprise soit prête au niveau des outils, au niveau des compétences, au niveau de l'orientation stratégique vers l'exploitation des données et au niveau de l'accès aux données, bien évidemment. Très bien, merci. Je pense que Laure, je vois que Christophe nous précise que pour avoir une approche d'exploitation de données, il est essentiel que l'entreprise ait en premier lieu conscience de l'intérêt d'analyser ces flux de données. Effectivement, vous avez raison. C'est ce que je voulais dire par orientation donnée ou orientation stratégique vers des données. C'est un des 4 éléments qui est nécessaire pour. C'est pas le tout d'avoir des idées, mais il faut y aller. Donc, c'est effectivement cette orientation-là est nécessaire, comme vous l'avez dit, Christophe. Il faut avoir aussi l'accès aux données. Il faut avoir des compétences en interne. Et au-delà des compétences en interne, je suis désolé, il y a ma fille qui vient de me parler, j'ai perdu le fil. Donc, l'orientation stratégique, les outils, les compétences. Et tiens, c'est marrant, il faut que je récupère le 4e, laissez-moi une demi-seconde. Les données, les outils, les compétences et l'orientation stratégique. Voilà, c'est bon, j'ai les 4. Donc là, j'ai vu une main se lever de Charles-Henri Barbette, mais je ne sais pas si monsieur veut toujours poser sa question. En tout cas, on n'entend plus. Vous pouvez écrire votre question si jamais Charles-Henri vous l'avez encore. Misclick, ok, ça arrive. J'espère en tout cas, Charles-Henri, que vous allez exploiter cette approche-là. Et on arrive à la fin du temps, il me semble. Je viens d'avoir un rappel de Teams, c'est assez marrant. Ça. Oui, bientôt, nous avons jusqu'à 19h30, donc si d'autres questions subsistent, vous pouvez les poser. En tout cas, c'était très intéressant. Merci beaucoup à vous, Pierre. Merci Charles pour ces questions et cette gestion de l'animation. Je rappelle que si jamais, vivement la fin... Patrick, oui? Non, je disais merci à vous. À l'époque où on était en présentiel, alors peut-être que ce temps reviendra, normalement on vous aurait avec grand plaisir offert une petite collation. Malheureusement, on ne peut pas. Et c'est bien malheureux, mais la santé avant tout. En tout cas, n'hésitez pas à suivre les autres jeudis de la chaire. Fanny, je ne sais pas si tu veux laisser le mot de la fin. Je suis là, oui. Le prochain jeudi CEDOS, ce sera le 18 mars et c'est une équipe d'étudiants de GEM qui organise un débat sur les digital twins et l'utilisation de cette technologie dans les industries. Ce sera vraiment une table ronde avec 3 invités qui ont des profils tout à fait différents. Ça va être vraiment très intéressant. Voilà. Ensuite, il y en aura d'autres qui sont publiés au fur et à mesure sur le site de l'école. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Je les annonce aussi sur LinkedIn. On va avoir aussi un intervenant de Michelin début avril. Et puis, NJ et Grenoble École de Management autour du télétravail dans le cadre du festival géopolitique de GEM. Donc, il y a aussi en effet ce festival de géopolitique du 22 au 25 mars. Qui est ouvert à tous. Ce sont des conférences, c'est tout organisé à distance et c'est super intéressant. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, Grenoble École de Management, il y a plein de choses qui se passent et plein de conférences intéressantes. Voilà. Merci beaucoup, Pierre, et merci à tous les participants. Vous étiez très nombreux, donc c'était vraiment bien pour cette conférence sur Game of Thrones. Et puis, je vous dis rendez-vous à la prochaine. Bonsoir. Et en guise de mot de la fin, voilà, je vois Christophe, un outil à ajouter dans ce que vous utilisez. Alors, je vois que vous êtes à l'assurance maladie, donc ce sera avec un grand plaisir que on peut discuter de cette approche-là, puisqu'on l'a fait avec des gens qui sont liés au monde de la maladie, de l'assurance maladie plutôt en Suisse. Mais en tout cas, si vous exploitez cette approche-là, sincèrement, n'hésitez pas à revenir vers moi directement. J'ai mis mon mail dans la présentation qui sera partagé sur le site. C'est avec grand plaisir que je récupérerai vos feedbacks d'utilisation, notamment pour les partager avec Laure qui nous a aidé à co-développer ça pour fabriquer une V2 qui soit encore plus utile pour vous, parce que c'est vraiment ça l'objectif. Pour le coup, Denis, ce qu'on va essayer de faire pour les autres conférences, j'en prends l'engagement solennel devant vous, c'est qu'aujourd'hui, à Grenoble École de Management, on a la chance d'avoir ce qu'on appelle les salles iFlex, qui vont nous permettre de faire ça en présentiel, mais aussi à distance en même temps. Donc, j'espère qu'on pourra utiliser ce genre de dispositif pour les prochaines fois, on pourra le faire en présentiel.
Oui, oui, Eh ben, dès que ce sera possible de retrouver du public à GEM, on les fera en présentiel, mais on les gardera en distanciel parce que ça fait venir, ça permet à beaucoup de monde d'assister à ces conférences quand on ne peut pas se déplacer. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui nous suivent de plein de coins de France et c'est le cas de Denis, hein, qui est bien loin. Merci, Bonjour à Denis. tous. Et ce sera avec plaisir que je me joindrai à distance aux prochaines conférences. Voilà, ouais, on continuera à faire à distance maintenant qu'on a tout ce qu'il faut à l'école en techno pour faire les deux. Voilà. Merci à vous. C'est important. Il y en a même qui suivent en dehors de la France. Hein. Ah voilà, même en dehors de la France, c'est vraiment top. Mais du coup, Senio, moi, encore une fois, même commentaire pour les autres, si jamais ça vous a intéressé, si vous souhaitez éventuellement exploiter cela pour vous, pour votre organisation, faites-le. Comme je vous l'ai dit, c'est de la licence Creative Commons, c'est fait pour. Et n'hésitez pas à nous contacter, à nous envoyer un retour, à dire ce que vous avez pensé, vos difficultés, etc. Ça nous aidera vraiment. C'est bien noté. C'est bien noté. Merci beaucoup, Pierre. Eh bien, de rien, et merci à vous d'avoir assisté à cette conférence. Merci. Au revoir. Oui. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Merci Pierre. Merci Charles. Au revoir, merci. Et Avec plaisir. Merci à tous prochaine. et à la prochaine conférence IDEOS. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir. Au Au revoir. revoir à tous et à toutes. Merci.